Est-il possible de trouver un personnage de jeu vidéo aussi emblématique que Mario? Un nom que même quelqu'un ne connaissant absolument rien aux jeux vidéo aura forcément déjà entendu, voire même utilisé comme surnom. Depuis sa création alors qu'il s'appelait encore Jumpman et luttait contre un horrible gorille kidnappeur de princesse, le plombier moustachu a toujours contribué à faire évoluer le genre du jeu de plateforme en entraînant tous ses concurrents dans son sillage. Super Mario Bros a ainsi créé la forme moderne du platformer 2D, un concept poussé jusqu'à son paroxysme avec des titres comme Super Mario Bros 3 ou Super Mario World. Et ce n'était que le début. De mon côté, j'ai toujours été très attaché à Mario. Mon tout premier vrai jeu a été Super Mario Land, et l'acquisition de la Super Nintendo quelques années plus tard m'a permis de découvrir les épisodes NES grâce à l'excellente compilation Super Mario All Stars. Et puis, alors que je jouais encore sur ma vénérable console 16 bits, à l'occasion d'un passage dans le magasin nantais de Cré, je suis tombé dans le milieu des années 90 sur une borne de démonstration permettant d'essayer une véritable révolution du jeu vidéo. Une claque comme on n'en reçoit qu'une fois dans sa vie. Ce sentiment que plus rien ne sera jamais pareil. Salut à tous, c'est Manu et aujourd'hui je vous parle de Super Mario 64. On ne peut pas aborder le développement de ce Super Mario 64 sans forcément parler de la Nintendo 64, puisque les deux projets sont intimement liés l'un à l'autre. La première trace qu'on retrouve du soft date d'environ une demi-décennie avant sa commercialisation. Dès le début des années 90, Shigeru Miyamoto, connu notamment pour avoir créé certaines des plus grandes sagas exploitées par Nintendo comme Donkey Kong, Zelda ou Mario justement, réfléchissait déjà à ce que pourrait donner une aventure du plombier moustachu utilisant la 3D. À l'époque, il supervisait le développement de Star Fox à destination de la Super Nintendo, plus connu chez nous sous le nom de Star Wing, qui se basait sur une technologie révolutionnaire conçue par Argonaut Software et consistant à placer une puce supplémentaire dans la cartouche du jeu pour booster la puissance de la console. Cette puce, d'abord appelée Mario Chip pour Mathematical Argonaut Rotation and Input Output, fut finalement rebaptisée Super FX par Nintendo et prenait la forme d'un microprocesseur cadencé à 11 MHz, conçu pour améliorer les capacités d'affichage de la console. En résultera un jeu impressionnant, capable d'afficher de la 3D polygonale sur une machine qui n'avait pas du tout été prévue pour ça à la base. C'est donc en travaillant sur ce projet que Shigeru Miyamoto crée pour la toute première fois un design 3D pour Mario, allant jusqu'à envisager de concevoir un jeu complet sur Super Nintendo qui utiliserait cette même puce Super FX pour faire passer au mythique personnage de la firme le cap de la 3e dimension. L'ambitieux créateur avait en effet été impressionné par les capacités de cette technologie et estimait pouvoir aller encore plus loin en créant un monde entier dans lequel se déplacer librement, un peu en suivant le principe d'un train miniature. Après avoir insisté quelques temps pour tenter de concrétiser ce projet, Miyamoto finit par admettre que la technologie n'est pas encore suffisamment élaborée pour qu'il puisse aller au bout de son concept, et décide d'attendre l'arrivée de la petite sœur de la Super Nintendo en gardant en tête ses idées pendant tout ce temps. Il déclarera d'ailleurs par la suite dans une interview que l'apport de la 3D polygonale lui permettait de développer des jeux sans devoir tenir compte de la limite de sprite d'une console comme la Super Famicom qui était forcément un frein à la créativité. En faisant voler en éclats ses limitations, Shigeru Miyamoto espérait donc que la future console de Nintendo lui permettrait de mettre en place toutes les ambitieuses idées qu'il avait en tête pour son tout premier Mario en 3D. Dans la première partie des années 90, la relève de la génération 16 bits semble déjà être en préparation. Une génération où Nintendo a pour la toute première fois vu son hégémonie être contestée par Sega, notamment aux États-Unis
États-Unis où la Genesis, plus connue chez nous sous le nom de Mega Drive, a su tenir la dragée haute à la Super NES grâce à une excellente gestion de cette commercialisation outre-Atlantique par la branche américaine de l'entreprise. Mais cette guerre des consoles 16 bits touche à sa fin avec l'arrivée de nouvelles machines destinées à prendre le relais. Sega met ainsi en chantier plusieurs projets de consoles 32 bits qui aboutiront finalement à l'extension 32X à brancher sur la Mega Drive et à la Saturn, une véritable machine autonome commercialisée en 1994. La société The 3DO Company, fondée par Trip Hawkins, opte quant à elle pour un modèle économique particulier en créant la technologie d'une machine 32 bits capable de gérer la 3D et en vendant la licence à différents constructeurs pour en assurer la production. C'est ainsi que naît la 3DO Interactive Multiplayer dans le courant de l'année 93, fabriquée sous licence par des entreprises reconnues comme Gold Star, Sanyo ou Panasonic. On passera rapidement sur l'Amiga CD32, machine conçue par un fabricant réputé sur le marché des micro-ordinateurs qui nous livre la même année une version consolisée de son Amiga 1200 et sera la première arrivée sur le marché occidental dès septembre 1993 en Europe. À ce stade, personne ne prête attention à un nouvel arrivant sur le segment des consoles de salon, en l'occurrence Sony. On ne va pas revenir sur l'imbroglio qui a mené la firme japonaise à se lancer dans un tel projet, puisqu'on a déjà consacré une vidéo au sujet sur la chaîne, mais disons que le sentiment de trahison ressenti par Sony les poussera à tout faire pour réussir à percer dans le domaine en créant la PlayStation, une machine qui atomisera littéralement toute la concurrence. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que dès 1994, la première génération de consoles destinée à populariser l'exploitation de la 3D est déjà bien implantée dans les foyers. Il manque pourtant un acteur important qui tarde à concrétiser son propre projet, et ce retardataire n'est autre que Nintendo. Et pourtant, ce projet est déjà sur les rails depuis plusieurs années, et le constructeur n'est pas resté inactif. Dans le début des années 90, une entreprise nommée Silicon Graphics, spécialisée dans la production de puces électroniques, va sous l'impulsion de son dirigeant James Clark démarcher un constructeur de consoles de jeux afin de lui proposer d'exploiter son matériel pour ses prochaines machines. L'idée est de diversifier son activité en profitant de la grosse croissance du marché du jeu vidéo depuis plusieurs années déjà, laissant augurer des profits intéressants. Le constructeur contacté n'est autre que Sega. Et oui, le premier contact a été établi avec la firme au hérisson qui n'a finalement pas donné suite. Si Tom Kalinske, le président de Sega of America, est bluffé par les capacités de cette technologie qui semble être capable de révolutionner l'industrie du jeu vidéo, la décision ne dépend pas de lui, mais de Sega Japan qui n'est pas aussi enthousiaste. Au final, le deal capote et sur le conseil d'un Tom Kalinske dépité par le manque de vision de ses supérieurs, James Clark se tourne donc vers Nintendo. Et dès le Consumer Electronics Show s'étant tenu dans le courant de l'été 92 à Chicago, la première manifestation de cette collaboration s'invite sur les écrans du stand de Nintendo avec l'apparition d'un visage de Mario entièrement en 3D. En 1992, rendez-vous compte de la claque visuelle représentée par ce visage qui côtoie des jeux NES ou Super NES sur le stand. Après un accord scellé suite à une rencontre entre James Clark et Hiroshi Yamauchi début 1993, il faudra attendre le Shoshinkai d'août de la même année, salon annuel organisé par Nintendo lui-même au Japon, pour avoir l'officialisation d'un partenariat étroit entre Nintendo et Silicon Graphics afin de concevoir leur prochaine console dont le nom de code Project Reality est alors dévoilé. Difficile pour le public de ne pas voir dans cette association une excellente nouvelle, sachant que ce sont les stations de travail Silicon Graphics qui ont été utilisées par ILM pour produire les impressionnants effets spéciaux utilisés dans Jurassic Park, sortis dans les salles américaines à peine 2 mois auparavant et qui en met plein les yeux au monde entier. Cette annonce est plutôt riche en informations, puisqu'il est également mentionné que cette nouvelle machine ne sera pas une 32 bits, mais bien une console 64 bits, et qu'elle sera disponible dans le courant de l'année 1995 pour un prix inférieur à l'équivalent de 250 $, soit bien moins cher que les tarifs qui seront pratiqués par Sega et Sony pour leurs consoles respectives. Et on parle là d'une vraie machine avec un processeur 64 bits, pas d'une escroquerie marketing nous expliquant que 2 puces 32 bits ça fait 64 bits. Ouais Atari, c'est de vous qu'on parle là. Il se murmure alors que la puissance du Project
Project Reality serait comparable à celle de stations de travail à 10 ou 20 000 $ produites par Silicon Graphics, pour un tarif très largement inférieur grâce à la production d'un processeur révolutionnaire par l'entreprise américaine. S'en suivront quelques mois sans avoir trop de nouvelles du projet, avec tout juste quelques démos techniques conçues sur du matériel Silicon Graphics, généralement des stations de travail Onyx, et diffusées lors d'événements comme le CES de janvier 1994, censé représenter ce à quoi les joueurs doivent s'attendre pour la future machine. Rien de vraiment concret donc, et des relations difficiles avec Silicon Graphics dues à des conflits internes dans l'entreprise qui aboutiront à l'éviction de James Clark, principal soutien du partenariat. Quelques mois plus tard, Nintendo annonce que sa future machine n'exploitera pas le support CD comme ses concurrentes, mais bien la cartouche. Les raisons avancées, en l'occurrence conserver un prix attractif, proposer des jeux moins fragiles et éviter l'inconfort des temps de chargement, ne convainquent pas grand monde, et toutes ces informations assez négatives commencent à faire planer de sérieux doutes sur la qualité du Project Reality qui récupère au passage l'étiquette peu flatteuse d'une technologie vieillissante. Une mauvaise image qui se diffuse autant du côté des journalistes que du public et surtout des studios de développement. Fort heureusement, l'apport de la technologie fournie par Silicon Graphics va devenir évident avec la mise en avant à l'édition d'été du CES 1994 d'un certain Donkey Kong Country sur Super Nintendo. Si à cette occasion on apprend le nom censé être définitif de la console, en l'occurrence Ultra 64, celle-ci n'est pas davantage mise en avant et ce sont bel et bien les aventures du gorille qui attirent toute la lumière. Même la manette est gardée secrète, renforçant le sentiment d'une opacité durable sur cette machine se voulant révolutionnaire. C'est à peu près à cette période que débute réellement le processus de développement de Super Mario 64, plus précisément en septembre 1994, pour durer moins de 2 ans jusqu'à mai 1996, en impliquant une quinzaine de personnes issues de Nintendo Entertainment Analysis and Development. Un studio phare du constructeur qui se retrouve avec quelques projets dans les tuyaux, mais au sein duquel la priorité est rapidement donnée à Super Mario 64 en lui offrant un maximum de ressources. C'est tout logiquement sur ce même titre que se porte toute l'attention de Shigeru Miyamoto. Celui-ci commence alors à réfléchir au concept de base du jeu en envisageant de nombreuses possibilités. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque où la 2D est la norme et où tout est à inventer pour savoir comment gérer la troisième dimension. Nintendo avait été tellement loin avec les Mario 2D qu'il fallait trouver ce déclic permettant de passer ce cap qui ferait de ce nouvel épisode une révolution comme l'avaient été ses prédécesseurs. Plusieurs options sont alors envisagées, comme le fait d'utiliser une perspective s'approchant de la 3D isométrique à l'œuvre dans Super Mario RPG, mais le résultat est estimé trop proche de ce qui se faisait en 2D. Il est donc décidé de passer sur une caméra plus libre, conçue en grande partie par Takumi Kawagoe, alors reconnu pour son travail sur le projet annulé Star Fox 2. Un élément ô combien important pour un jeu 3D et plutôt casse-gueule quand on voit le nombre de titres qui ont totalement foiré leur transition de la 2D à la 3D. Giles Goddard, à l'origine de la célèbre tête de Mario avec laquelle il est possible d'interagir sur l'écran titre, se rappellera dans une interview de la grande place laissée à l'improvisation et à l'expérimentation pour des développeurs qui n'avaient jamais développé de jeux 3D auparavant et devaient donc tout inventer. Un sentiment confirmé par Yoshiaki Koizumi, directeur adjoint du projet en compagnie de Takashi Tezuka, soulignant qu'ils n'avaient alors aucune référence sur laquelle s'appuyer et ont pris un grand plaisir à faire tous ces essais innovants pour exploiter au mieux la 3D. Le travail était difficile mais tellement gratifiant. Les premières étapes du développement consistent à réaliser divers tests sur un émulateur installé sur une station de travail Onyx, notamment pour définir les commandes et la physique du personnage. Miyamoto effectue alors un gros travail en concevant les déplacements de Mario sur une grille, lui faisant ramasser des objets pour concevoir son animation dans une version quasiment identique à ce qui serait
finalement utilisé dans le jeu final. Puis vient ensuite l'interaction avec un autre personnage, en l'occurrence un lapin doré baptisé Mips, en référence à l'architecture du processeur de la future console. Un lapin qui sera d'ailleurs conservé dans le jeu final, sous la forme d'une bestiole à attraper dans la cave inondée du château pour récupérer 2 étoiles bonus, mais on en reparlera. Par la suite, les développeurs s'attaquent à la production des niveaux, à commencer par le tout premier d'entre eux, baptisé Champ de bataille des Bobombes, qui a nécessité 6 à 7 mois pour être terminé intégralement, avec tous les ennemis placés dans l'environnement. La création des personnages est d'ailleurs effectuée en premier lieu, et assez rapidement avec très peu d'ajustements ultérieurs, afin de coller au délai assez serré induit par l'obligation de voir le jeu être présent dans le line-up de la console. Pendant tout ce processus de développement, Shigeru Miyamoto supervise étroitement chaque étape, en prenant la manette pour tester scrupuleusement chaque aspect et ajuster des éléments aussi importants que les déplacements et les mouvements de caméra pour que le résultat final soit aussi optimal que possible. Une tâche sur laquelle il sera assisté par d'autres membres de l'équipe de développement, une réalité exprimée par Godard en ces termes, je cite, « La moitié de l'équipe joue pendant que l'autre moitié développe ». Pour en revenir à l'Ultra 64, celle-ci se fait donc extrêmement discrète pendant toute cette période. Et cette situation va perdurer longtemps, avec tout juste quelques annonces timides de développeurs tiers destinés à produire des jeux à destination de la nouvelle console, comme Acclaim, LucasArts, Mindscape, Electronic Arts, DMA Design ou encore Rare. Un panel d'une quinzaine de studios qui formerait la Dream Team de Nintendo. Seulement voilà, en mai 1995, Nintendo annonce que son Ultra 64 ne sera pas présenté à la première édition de l'E3 se déroulant quelques jours plus tard, et qu'il faudra attendre le prochain Shoshinkai au mois de novembre pour enfin pouvoir la découvrir avant sa sortie, qui est quant à elle reportée à avril 1996 au Japon. Officiellement pour permettre de peaufiner Super Mario 64 et de laisser plus de temps aux studios tiers pour développer des jeux de qualité, mais officieusement en raison d'un processeur qui ne produit pas encore les résultats escomptés et qu'il faut donc améliorer. Et ça va forcément pousser les joueurs impatients à se tourner vers la concurrence représentée alors par Sony et Sega, dont les machines ont déjà vu le jour l'année précédente et commencent à accueillir d'excellents titres. Les fans de Nintendo devront quant à eux se contenter de découvrir le design de l'Ultra 64 avec ses 4 ports manettes rendant inutile l'utilisation d'un multitap et laissant supposer que la machine sera tournée vers le jeu en multi. Mais en dépit de la présentation de superbes jeux pour Super Nintendo, comme Donkey Kong Country 2, Final Fantasy VI, Secret of Mana ou encore Breath of Fire, la pilule est un peu raide à avaler pour les amateurs de la marque. Noël 1995 se déroulera donc sans console Nintendo sous le sapin, laissant une voie royale à Sega et Sony dont les Saturn et PlayStation voient le jour au Japon respectivement en novembre et décembre 1994, poussant la firme de Kyoto à lancer une campagne publicitaire conseillant au public d'attendre la sortie de sa machine au lieu de craquer pour les pitoyables consoles concurrentes. Une stratégie pas très efficace au final, même si les premières tentatives de la concurrence dans le domaine du jeu en 3D ne vont pas être très convaincantes et offrir un petit sursis à Nintendo, tant et si bien que les jeux Super Nintendo laissant la part belle à une 2D parfaitement maîtrisée vont pendant un temps continuer à très bien se vendre chez les revendeurs. Mais le Shoshinkai de novembre 1995 va apporter un peu d'espoir aux fans de la marque avec enfin une présentation en bonne et due forme de la machine qui dévoile en prime son nom définitif de Nintendo 64. Une initiative de Shigesato Itoi, personnage central de jeux comme Mother et sa suite Earthbound, qui était déjà à l'origine du nom de la Game Boy et souhaitait en finir avec la surenchère de superlatifs qui faisait rage jusqu'ici dans les noms des consoles. Lors de ce salon organisé par le constructeur, 2 jeux sont jouables. Kirby Ball 64, qui ne marquera clairement pas les esprits et sera même annulé avant de finalement voir le jour sur GameCube sous le nom de Kirby Air Ride, et surtout Super Mario
Mario 64. Des vidéos sont aussi montrées concernant le futur Mario Kart, Pilot Wing 64, Shadows of the Empire, Star Fox, GoldenEye et même une démo technique estampillée Zelda nous montrant un combat entre Link et un chevalier métallique. Le prototype de Wave Race, alors très différent du résultat final puisque s'approchant davantage d'un Wipeout, mais également en avant d'impressionnantes qualités techniques. L'enthousiasme rebondit donc, très largement porté par Super Mario 64, qui permet à tous de découvrir une jouabilité exceptionnelle devant beaucoup à la manette de la future console. Et oui, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais celle-ci semble avoir été littéralement conçue pour cette nouvelle aventure de Mario. Il faut d'ailleurs savoir que c'est Shigeru Miyamoto lui-même qui a milité en interne pour abandonner la forme classique de la manette avec sa croix directionnelle et ses boutons, au profit de ce curieux trident doté d'un stick analogique et de 4 boutons permettant de déplacer librement la caméra. Il voyait en effet dans ce changement une nécessité absolue pour ne pas bloquer Mario dans un angle de caméra fixe qui serait synonyme d'une aventure linéaire sans la moindre exploration. Et au vu du résultat final et de la reprise systématique et immédiate de ce schéma par tous les autres constructeurs, schéma à 2 sticks d'ailleurs toujours utilisé de nos jours, difficile de ne pas reconnaître le côté visionnaire du monsieur. La forme particulière de la manette n'est pas innocente elle non plus, puisqu'elle vise à offrir 3 sortes de prises en main différentes en fonction du jeu concerné. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'équipe de développement n'a pu obtenir que tardivement des prototypes de manettes s'approchant un tant soit peu du résultat final accompagnant la machine lors de sa sortie en 1996. Et oui, il leur a fallu attendre 6 mois après avoir commencé le développement. Avant ça, ils devaient se contenter d'utiliser un clavier pour déplacer Mario, voire des manettes Sega bidouillées branchées sur leur station de travail. Les mécaniques de base du gameplay et la plupart des mouvements sont déjà présents dans cette version jouable présentée fin 1995, avec un large panel de possibilités offertes via la combinaison entre le stick directionnel et les boutons A et B. Et tous ces mouvements ont pour but pas forcément toujours d'être utiles, puisque beaucoup ne sont pas indispensables pour finir le jeu, mais d'offrir du fun aux joueurs pendant sa partie. Et ça, c'est quelque chose de très important pour Shigeru Miyamoto qui souhaite à tout prix éviter de tomber dans le piège de tout miser sur la technique. Pour lui, les progrès technologiques doivent avant tout servir le gameplay en n'étant qu'un outil permettant d'exprimer ses idées. Il a donc fallu réaliser un travail d'équilibrisme entre le réalisme qui était souhaité dans la physique et les déplacements et les libertés prises vis-à-vis de ce même réalisme pour servir le gameplay. De son propre aveu, la version de Super Mario 64 présentée lors de ce salon est pourtant très éloignée de la version finale du jeu, puisque c'est suite à cet événement qu'il commence à réfléchir à la cohérence du monde dans sa globalité. Ce concept de bac à sable, qui offre une grande liberté puisque la progression n'est pas linéaire, a été inspiré par l'absence totale de limites fixées par la hiérarchie, puisqu'il n'existait encore une fois aucun repère sur ce qu'il était possible de faire ou non. Seul comptait pour les développeurs le fait de faire face aux problèmes de la manière qu'ils estimaient la plus pertinente. Concrètement, l'avancement au moment de ce premier contact avec le public est alors estimé à 50% du jeu final, tandis que seulement 2% du texture mapping est terminé. Bien entendu, aucune histoire n'est alors créée pour justifier l'aventure, puisque de l'aveu de Takashi Tezuka, dans les jeux Mario, celle-ci n'est conçue que dans la dernière phase du développement pour tout assembler dans un univers cohérent. Ce même Tezuka justifiera cette bizarrerie dans ces termes. Tant qu'il y a une raison pour que Mario se déplace de gauche à droite, le joueur pourra joyeusement vaincre ses adversaires et continuer à avancer. Et pourtant, malgré ce résultat plus qu'incomplet présenté, la magie opère immédiatement grâce à un gameplay déjà peaufiné à l'extrême et l'immense variété d'actions disponibles pour le joueur. Le simple fait d'avoir dévoilé ce Super Mario 64, dont tous les magazines parlent dans des termes plus qu'élogieux, arrive même à ralentir les ventes de consoles chez la concurrence. Malheureusement, ce regain d'enthousiasme du Shoshinkai fait place à une nouvelle déception au premier trimestre 1996 avec l'annonce d'un nouveau report, puisque la console prévue en avril au Japon voit désormais sa sortie être fixée au mois de juin, avec cette fois-ci l'excuse de se donner le temps de produire suffisamment de machines pour anticiper le carton à venir et ne pas infliger des pénuries aux détaillants et aux joueurs. Quant à la sortie occidentale, il en est pas vraiment question, malgré quelques communications évoquant
évoquant le 4e trimestre de l'année. L'E3 1996 constitue une nouvelle occasion pour Nintendo de mettre en avant Super Mario 64, une stratégie payante qui parvient à minimiser l'impact de la baisse de prix de la PlayStation. L'attente est enfin terminée le 23 juin 1996 avec la sortie japonaise de la machine qui profite dans son line-up, outre un jeu de shogi plutôt dispensable, de Pilot Wings 64 et Super Mario 64. Une attente récompensée pour les japonais, mais de nouveaux délais pour les occidentaux. Toujours est-il que la console cartonnera littéralement dans les premières semaines, puisqu'elle se retrouvera même en rupture de stock, en grande partie portée par Super Mario 64, qui sera quasi systématiquement acheté en même temps que la console dans ce laps de temps, alors que les deux ne sont même pas regroupés en bundle. Et en cette période où la 3D n'est pas encore du tout maîtrisée par la concurrence qui multiplie les jeux plus que moyens avec des problèmes de caméra à gogo et du gameplay plutôt perfectible, cette nouvelle aventure est une vraie leçon de game design qui leur est offerte. C'est beau, c'est jouable, tout est superbement bien géré jusqu'à la caméra qui suit Mario automatiquement mais peut être ajusté manuellement en cas de besoin. Le stick analogique permet de doser les déplacements. Bref, on est à des kilomètres de ce qui sort à ce moment-là sur PlayStation et Saturn en termes de qualité, notamment dans le domaine du jeu de plateforme auquel appartient Super Mario 64. Un succès en trompe-l'œil hélas, puisque rapidement, le manque de jeu nuira sérieusement à sa réputation et amènera beaucoup de joueurs à revendre leurs machines. Et cette réalité contaminera également l'Occident, que ce soit les États-Unis ou l'Europe, où les joueurs comprendront aussi rapidement que le catalogue PlayStation a beaucoup plus de choses à leur offrir. Et oui, parce que le line-up déjà ridicule au Japon voit son équivalent américain sombrer encore davantage avec seulement 2 jeux présents. En Europe, c'est un peu mieux puisque Super Mario 64 et Pilot Wings 64 sont accompagnés de Turok et Shadows of the Empire, mais ça reste quand même famélique et les choses ne vont pas vraiment s'arranger par la suite. Derrière cette triste réalité, il faut voir un flagrant manque de support de la part des éditeurs tiers qui font payer à Nintendo sa politique de contrôle très stricte sur les jeux commercialisés dans la ludothèque de ses consoles, et ce depuis la Famicom. Une politique très pertinente à l'époque, qui a largement contribué à relancer le marché du jeu vidéo dans les années 80, mais qui, une décennie plus tard, se heurte aux conditions beaucoup plus avantageuses offertes par Sony pour développer sur PlayStation. Et surtout, le choix du support cartouche est certainement la plus grosse erreur commise par Nintendo en ce milieu des années 90, puisque ça a été une sacrée douche froide pour de nombreux studios. Même si de gros efforts ont été faits pour offrir des cartouches de plus grande capacité, rien ne peut être comparé à la quantité gigantesque de données pouvant être stockées sur un CD, tout en permettant des coûts de production bien moins importants et des royalties meilleur marché. C'est d'ailleurs en grande partie ce choix du support cartouche qui a poussé Square, pourtant fidèle de Nintendo depuis la sortie du tout premier Final Fantasy sur Famicom en 1987, à abandonner ce partenariat une décennie plus tard pour développer son 7e épisode à destination de la PlayStation, puisqu'ils étaient conscients qu'ils ne pourraient jamais le faire tourner sur Nintendo 64. Une vérité attestée par les nombreux tests réalisés qui ont tous abouti à une impasse. Et même si Nintendo a réalisé un travail d'optimisation exceptionnel sur ses jeux first party, on sent qu'ils ont malgré tout été un peu gênés aux entournures par ces limitations, notamment sur la partie sonore. Si la console profitait d'un son numérique 16 bits d'excellente qualité pour l'époque, le manque de place sur les cartouches bridait ce qu'il était possible de faire, notamment sur Super Mario 64, malgré la présence de musique de grande qualité conçue par Koji Kondo et même de quelques voix associées à Peach et Mario, respectivement incarnées par Leslie Swan, rédactrice en chef du magazine Nintendo Power qui a accessoirement rédigé les textes de Mario 64, et Charles Martinet qui prêtait sa voix au plombier depuis plusieurs années déjà. Au final, la console n'atteindra même pas les 33 millions d'unités écoulées dans le monde, un résultat pas calamiteux non plus comme celui d'une Saturn incapable de dépasser la barre des 10 millions, mais loin, très loin des 104 millions de la PlayStation. Une belle revanche pour Sony suite à l'affaire du SNES CD. Toutefois, comme c'est quand même le sujet qui nous intéresse ici, Super Mario 64 se vendra tout de même à plus de 11 millions d'exemplaires
exemplaires, ce qui veut dire que le tiers des possesseurs d'une Nintendo 64 a également investi dans les aventures du plombier. Un chiffre d'autant plus impressionnant qu'il est supérieur à celui de Gran Turismo, meilleure vente sur PlayStation, malgré un parc de machines installées 3 fois moins important. Une performance exceptionnelle qui ne doit rien au hasard, compte tenu des immenses qualités du jeu sur lesquelles on va revenir dans la suite de cette vidéo. On l'a vu dans le début de la vidéo, le scénario n'a jamais réellement été considéré comme important dans un jeu Mario par ses créateurs, et ce Super Mario 64 ne fait pas exception à la règle. On découvre donc notre cher plombier qui, revenant au château de la princesse Peach dans le royaume champignon après avoir reçu une lettre de cette dernière, découvre qu'elle a été kidnappée par Bowser. Nul besoin d'un autre prétexte pour se lancer à la poursuite de l'affreux bonhomme et libérer la princesse avec tout l'héroïsme que suppose cette situation dramatique. Une quête pas franchement longue à mener à bien, si tant est qu'on souhaite uniquement remplir cet objectif principal. En revanche, boucler le jeu à 100%, c'est une autre histoire, et on retrouve ici l'un des grands principes de la saga. Regardez Super Mario World par exemple. Terminer l'aventure n'est pas franchement long ou difficile, mais en revanche, réussir à trouver tous les niveaux cachés et à en explorer les moindres recoins à la recherche de clés et de portes permettant de déverrouiller des zones dissimulées, eh ben c'est plus du tout la même mayonnaise. Idem pour Wario Land sur Game Boy, où l'objectif est de récolter un maximum d'argent pour permettre au détestable double maléfique de Mario de construire son château. En terminant la quête en ligne droite, on a droit qu'à un espèce de nichoir tout pourri, et il faut passer bien plus de temps pour récolter tout le pognon dans les niveaux en prenant beaucoup de risques au passage, pour espérer pouvoir construire un magnifique manoir avec les gains ainsi récoltés. Je vous prends juste ces deux exemples pour faire le parallèle avec Super Mario 64, car c'est exactement la même chose en termes de logique de progression. Celle-ci s'articule autour du château de Peach, qui fait office de hub, à partir duquel on peut accéder aux 15 niveaux proposés par le soft en passant par des tableaux placardés sur les murs. Chaque niveau permet de récupérer 6 étoiles en le refaisant autant de fois, avec à chaque nouvelle tentative un objectif précis à remplir et un indice donné au joueur avec le titre affiché en préambule. Une aide précieuse, puisque si la première est toujours assez intuitive, avec la vision du joueur et la progression se dirigeant tout naturellement vers elle, les suivantes sont parfois beaucoup plus ardues à atteindre. Ces différentes tâches à accomplir font en effet montre d'une grande variété, avec tout de même quelques gimmicks revenant régulièrement au fil des stages, comme utiliser un canon préalablement débloqué en parlant avec un personnage précis pour atteindre une plateforme auparavant inaccessible, vaincre un boss, traverser le niveau d'un bout à l'autre, ou encore récupérer les 8 pièces rouges disséminées dans l'environnement. Mais on a aussi des objectifs bien plus obscurs et intimement liés à la structure du niveau en question, contraignant le joueur à faire fonctionner ses méninges pour trouver quoi faire afin d'atteindre son objectif. Libérer un chomp de sa chaîne pour qu'il défonce une grille derrière laquelle est planquée une étoile, invoquer un hibou pour s'accrocher à ses pattes et ainsi rejoindre une cache totalement inaccessible autrement, ramener un bébé pingouin à sa mère, amener une boule de neige vers la tête d'un bonhomme de neige via un parcours de glissade pour lui permettre de grossir et ainsi reconstituer tout le personnage, faire fuir une anguille pour pénétrer dans l'épave d'un bateau et ouvrir des coffres dans un ordre précis pour le renflouer et rendre l'étoile accessible, actionner des livres dans une bibliothèque dans un ordre précis, utiliser un dinosaure comme moyen de transport, dégommer un vautour qui transporte une étoile pour qu'il la lâche et qu'on puisse la ramasser, récupérer des pièces dans un ordre précis dans une pyramide, traverser 5 anneaux consécutifs sous l'eau pour la faire apparaître, vaincre la désorientation d'une galerie des glaces, ou encore choper un singe façon Goku sur la planète de Kaio. La liste n'est bien évidemment pas exhaustive, mais déjà suffisante pour souligner la richesse de ce qui est proposé dans ce Super Mario 64 pour renouveler constamment l'expérience du joueur, souhaitant récolter chacune des étoiles disséminées au sein des 15 niveaux, avec une bien plus grande place laissée aux énigmes que dans les précédents
s'envolait. Shigeru Miyamoto déclarera d'ailleurs dans une interview que la présence de ces énigmes ne devait rien au hasard, puisqu'il travaillait à l'époque sur le futur Ocarina of Time en même temps que Super Mario 64. Ce premier épisode de Zelda en 3D étant destiné à sortir un petit peu plus tard, il a récupéré certains puzzles pour les intégrer dans cette nouvelle aventure du plombier. Et cette bascule vers une approche donnant davantage d'importance à la réflexion se ressent d'un bout à l'autre de l'aventure. Dans les cas de figure que je viens de vous citer, ou tout simplement en vous montrant une étoile inaccessible et en vous poussant ainsi à vous creuser la cervelle pour trouver un moyen de la rejoindre. Chacun des 15 niveaux comporte donc 6 étoiles à récupérer en remplissant autant d'objectifs différents, vous poussant donc à refaire au moins une demi-douzaine de fois chaque monde, puisque récupérer une étoile est synonyme de retour immédiat au château. Une 7ème étoile est toutefois accessible en récupérant au moins 100 pièces au sein de l'environnement, une tâche pouvant être facile dans certains stages qui comptent environ un tiers de rab, mais bien plus difficile dans d'autres où vous n'avez par exemple que 104 pièces en tout et pour tout, dont certaines peuvent être outrageusement difficiles à récupérer. Je rebondis là-dessus pour revenir sur le ramassage des pièces rouges que j'ai déjà brièvement mentionné, mais les développeurs ont pris un malin plaisir à rendre leur récupération aussi périlleuse que possible, et il y a fort à parier que vous perdiez de nombreuses vies dans certains niveaux en tentant de remplir cet objectif. Notons aussi la présence de blocs qu'il est possible d'actionner pour faire apparaître une série de pièces bleues remplissant chacune notre stock de 5 unités, mais ne restant affichées que pendant un temps très limité, nous contraignant ainsi parfois à abandonner toute prudence pour les choper. Même chose d'ailleurs avec des interrupteurs qui peuvent faire apparaître des plateformes temporaires pour un laps de temps extrêmement limité, souvent seul moyen d'accéder à un endroit vital pour mener à bien notre quête. Bref, cette récupération de 100 pièces par niveau n'est pas une sinécure et vous coûtera probablement de très nombreuses vies avant d'être remplie pour vous permettre d'atteindre le total de 105 étoiles. Et maintenant, si je vous dis qu'il n'y en a pas 105 mais 120 dans le jeu. Eh oui, Super Mario 64 comporte son lot de secrets à dénicher pour glaner de précieuses étoiles bonus au fil de votre progression. Outre celles récupérées en battant les différentes versions de Bowser et la récupération des inévitables 8 pièces rouges présentes également dans les stages précédant ces terribles combats, on pourrait aussi citer les Toads présents dans le château. En plus de vous donner de précieuses informations pour vous aider à assimiler le gameplay, 3 d'entre eux vous feront cadeau d'une étoile bonus si vous en avez suffisamment en stock quand vous leur parlez. Sauter dans un vitrail à l'effigie de la princesse Peach vous permettra aussi d'en récupérer une de plus en réalisant une périlleuse descente en glissade dans un temps limité, et même une seconde si vous réitérez l'exploit en demeurant sous la barre des 21 secondes. En vous baladant dans le sous-sol du château, vous tomberez sur un lapin doré qui vous en donnera 2 supplémentaires si vous parvenez à l'attraper 2 fois. Et enfin, 3 autres niveaux secrets accessibles via des entrées bien planquées dans le château vous permettront d'encore mettre la main sur autant d'étoiles supplémentaires. Même certains niveaux classiques ne sont pas forcément évidents à découvrir, comme le stage Sable trop mouvant dont l'entrée est invisible, tout comme le Roi des Neiges. Mais il y a pourtant toujours une bonne manière de trouver leur entrée sans que ça soit dû au hasard. Pour le premier, il y a fort à parier que ça arrive en essayant de choper le lapin doré dont je vous ai déjà parlé, tandis que pour le second, c'est un reflet dans un miroir qui vous indiquera la voie à suivre. Vous l'aurez compris, s'il est facile de terminer le jeu en ligne droite puisque seules quelques dizaines d'étoiles sont nécessaires pour atteindre les boss et libérer la princesse, récolter les 120 étoiles est un objectif bien plus ardu à atteindre et il y a fort à parier que le joueur découvrant Super Mario 64 et ne souhaitant pas bénéficier d'une aide extérieure y passera des dizaines d'heures, alternant entre les phases d'intense réflexion et les séquences mettant à l'épreuve son skill manette en main. Heureusement, mettre le jeu en pause offre une vue d'ensemble des étoiles récoltées par niveau, permettant de connaître celles qu'on a ratées afin de pouvoir y remédier. Alors certes, la récompense est un peu pourrie une fois l'objectif rempli, puisque consistant simplement en quelques bonus d'autant plus dispensables que vous n'avez à ce stade plus rien à faire dans le jeu, mais qu'importe la destination, c'est toujours le voyage qui compte. Pour terminer sur la structure globale du jeu, sachez que celle-ci est en partie non linéaire, puisqu'il est possible dans une certaine mesure de boucler les niveaux dans l'ordre souhaité. Alors dans une certaine mesure seulement, puisque la plupart des portes du château nécessitent d'avoir
un certain nombre d'étoiles en votre possession pour être ouverte, même si ce nombre est assez permissif et vous laisse une grande latitude pour choisir l'ordre dans lequel vous souhaitez boucler les niveaux. Libre à vous donc de poncer un stage en récupérant toutes les étoiles avant de passer au suivant, ou d'être plus laxiste et de vous contenter du minimum pour passer la prochaine porte. Précisons que le château est plus généralement divisé en plusieurs grandes zones donnant chacune accès à un certain nombre de niveaux, zones auxquelles il est possible d'accéder soit avec une clé récupérable en battant l'une des versions de Bowser, soit en amassant un grand nombre d'étoiles pour déverrouiller une porte spéciale. À ce stade, j'ai très envie d'aborder la question du level design des différents mondes, qui serait la continuité logique de ce topo sur le château de Peach. Mais avant ça, je m'autorise une petite digression pour vous parler pendant quelques minutes du gameplay de ce Super Mario 64, qui figure lui aussi très haut dans la liste des immenses points forts du jeu. Il faut quand même se replacer dans le contexte de l'époque. Dans ce milieu des années 90, on opérait tout doucement le passage de la 2D à la 3D et tout restait à inventer pour les développeurs qui n'avaient aucune base sur laquelle se reposer pour savoir comment gérer cette gigantesque bascule technologique. Certainement la plus grosse bascule de toute l'histoire du média d'ailleurs, parce que tous les changements de génération qu'on a vécu depuis ne sont que de simples évolutions techniques visant à apporter des graphismes plus évolués avec des changements qui deviennent de plus en plus marginaux au fil des générations. J'en veux pour preuve la très décevante génération actuelle. Si le jeu vidéo subit une inflation colossale avec des consoles à plus de 500 balles et des jeux qui sortent souvent à 80 €, franchement je ne vois aucun titre PS5 pour lequel je me suis dit qu'il n'aurait jamais pu sortir sur PS4. Mais avec le passage de la 2D à la 3D, on allait bien au-delà de ça et c'était une vraie révolution. Une révolution qui a donné lieu à un certain nombre de catastrophes d'ailleurs, avec des développeurs qui tentaient tant bien que mal de s'adapter mais nous pondaient souvent d'immenses bouses, immondes visuellement avec de gros problèmes de caméra et un gameplay calamiteux en grande partie à cause des manettes de l'époque qui étaient totalement inadaptées au déplacement dans un monde entièrement représenté en 3D temps réel. Et puis Nintendo est arrivé avec Super Mario 64 et a littéralement inventé tous les concepts du jeu 3D qui sont encore utilisés de nos jours dans tous les jeux commercialisés. On ne peut pas parler du gameplay de Super Mario 64 sans évoquer la manette de la console, véritable bijou d'ergonomie. Même si son design peut surprendre de prime abord, elle introduit tous les éléments nécessaires pour pouvoir gérer correctement un jeu en 3D, avec son stick analogique permettant de déplacer le personnage à une vitesse plus ou moins élevée en fonction du degré d'inclinaison du stick en question, et ses 4 boutons C qui sont les précurseurs du second stick qui sera adopté par Sony pour sa manette DualShock, créant ainsi un modèle toujours d'actualité en 2025. Ce bouton C, justement, permet de gérer la caméra, mais dans une approche légèrement différente de la vision moderne qu'on en a aujourd'hui. La rotation n'est en effet pas totalement libre et se fait uniquement quart de tour par quart de tour via les 2 boutons C latéraux, tandis que le bouton du bas permet d'éloigner la caméra du personnage, et celui du haut de passer en vue à la première personne pour regarder partout autour en utilisant le stick sans pouvoir bouger le protagoniste en lui-même. Si la rotation est indispensable pour aborder au mieux certains sauts et passages ardus, les 2 dernières options citées le sont tout autant pour appréhender au mieux les environnements visités et déterminer le meilleur moyen de progresser pour atteindre tel ou tel objectif.
D'une manière générale, la gestion automatique de la caméra permet déjà d'offrir une bonne expérience aux joueurs, et les ajustements sont à réserver à des situations particulières. Tout ça fonctionne plutôt bien, même si le résultat n'est pas pour autant parfait, notamment dans certains passages un peu exigus où il est difficile d'obtenir la vue qu'on aurait voulu pour appréhender au mieux tel ou tel saut. D'autant que les développeurs n'ont pas mis en place un système de transparence des parois qui permet d'obtenir l'angle de vue souhaité quel que soit l'environnement en faisant disparaître momentanément les murs qui gênent. Cette gestion de la caméra m'a paru particulièrement problématique dans le 11e monde où j'avoue avoir beaucoup rouspété après elle. Mais même si elle n'était pas encore à maturité, elle demeurait pourtant plus que pertinente et beaucoup de jeux ultérieurs comme par exemple Sonic Adventure ne parviendront d'ailleurs pas à faire mieux. Cette excellente gestion de l'environnement 3D n'est pourtant pas le seul atout de ce Super Mario 64 qui a octroyé à son personnage un panel de mouvement d'une richesse jamais vue dans un jeu de la saga, et ce avec seulement 3 touches utilisées en combinaison avec le stick puisque la gâchette R sert simplement à alterner entre les deux modes de caméra pour la fixer derrière Mario ou au contraire la rendre un petit peu plus libre. Ainsi Mario peut-il sauter par une pression sur la touche A, voire même déclencher un double ou un triple saut en renouvelant ce mouvement rapidement après avoir repris appui sur le sol. Si le saut est forcément surutilisé pour les séquences de plateforme, bien aidé par la présence de l'ombre de Mario qui permet d'identifier facilement le point de chute du personnage, il permet aussi de se débarrasser de nombreux adversaires en leur sautant sur la tête comme cela était le cas dans les jeux traditionnels de la saga en 2D. Mais notre plombier dispose d'une autre corde à son arc pour se défendre, avec des coups de poing pouvant être portés via une pression sur la touche B qui sert également aux interactions avec le décor ou les autres personnages. Tout comme le saut, il est possible de réaliser des enchaînements de 3 coups se terminant par un coup de pied, moyennant autant d'appui sur la touche concernée. Un combo à utiliser avec intelligence puisqu'il sera suivi par un court temps de latence durant lequel Mario sera immobilisé et incapable d'attaquer. L'affaire de quelques centièmes de seconde seulement, mais suffisant pour encaisser un coup si un ennemi est présent à proximité. Enfin, la gâchette Z placée sous la branche centrale de la manette est dévolue à l'accroupissement du personnage, utile pour éviter certaines menaces ou pour ramper afin d'accéder à des lieux dont l'entrée est de taille réduite. À ce stade, le gameplay pourrait paraître rudimentaire, mais dévoile pourtant toute sa richesse lorsque le joueur commence à combiner ces 3 touches ensemble, voire avec le stick directionnel. Commençons par le côté offensif en évoquant la présence d'une attaque sautée déclenchable par une pression sur B une fois en l'air, et d'une attaque rodéo activable en appuyant sur Z dans les mêmes conditions. Ce dernier mouvement consistant en une puissante chute les fesses en avant vers le sol s'avère extrêmement précieuse durant toute la progression. D'une part parce qu'elle inflige de gros dégâts, d'autre part parce qu'elle permet d'actionner certains mécanismes comme les blocs de pièces bleues que j'ai déjà brièvement évoqués un peu plus tôt, voire même de pulvériser certains éléments de décor, et enfin parce qu'elle annule les dégâts de chute si vous la déclenchez au bon moment. La course vous ouvre elle aussi de nouvelles possibilités, puisqu'il est possible de la terminer par 2 types d'attaques glissées respectivement via une pression sur B ou en enchaînant Z et B, ou par un saut en longueur passant cette fois par un bref appui sur Z suivi d'un autre sur la touche A. Une option qui sera forcément mise à contribution à de nombreuses reprises afin d'accéder à des plateformes bien trop éloignées pour pouvoir être rejointes par les moyens conventionnels. Une exploitation tout aussi fréquente que pour le wall jump, mécanique issue de jeux 2D comme Super Metroid, et ici mise à contribution à de nombreuses reprises pour gravir d'immenses parois, ou tout simplement pour gagner les quelques centimètres qui vous manquent pour atteindre une plateforme en hauteur. S'y ajoute enfin le salto arrière, pouvant être d'une aide inestimable à l'heure d'enchaîner des sauts délicats sur des plateformes temporaires en vous faisant gagner de précieuses secondes dans le processus. Enfin, les environnements se montrent eux aussi particulièrement riches en éléments interactifs. Que ce soit les caisses à déplacer pour ensuite prendre appui dessus, les grilles au plafond auxquelles il est possible de s'agripper pour franchir des gouffres trop larges pour être sautés, les canons que j'ai déjà mentionnés permettant de vous propulser vers des zones totalement inaccessibles, ou encore des arbres ou autres barres verticales auxquelles il est possible de s'accrocher, les possibilités sont nombreuses et s'enrichissent même de quelques subtilités qui constituent des évolutions directes de ce qu'on retrouvait dans les précédents épisodes de la saga Mario. En effet, l'élément le plus emblématique de cette dernière est très certainement la gestion de la vie, qui repose sur un système simple. De base, le personnage est traditionnellement extrêmement vulnérable puisqu'un simple contact avec un adversaire lui fait perdre une vie en le ramenant au début du niveau ou au dernier checkpoint. En sautant pour casser certains
un bloc avec sa tête, il peut récupérer un champignon, le faisant grandir et lui laissant un droit à l'erreur, et si sous cette forme il active à nouveau l'un de ses blocs, il est en mesure d'obtenir divers bonus comme la possibilité de lancer des boules de feu pour attaquer. Dans Super Mario 64, la gestion de la vie se montre très différente, puisque le protagoniste est doté d'une jauge de vie divisée en 8 sections, laissant au joueur bien plus de droit à l'erreur, puisqu'il faudra attendre de voir cette jauge est intégralement vidée pour qu'il perde une vie. Mieux encore, chaque pièce ramassée permet de remplir une section de cette jauge, facilitant un peu plus encore la progression. D'une manière générale, constituer un stock de vie ne sert finalement pas à grand chose, puisqu'étrangement, le total n'est pas conservé dans le fichier de sauvegarde, contrairement aux étoiles. À chaque fois que vous rechargez votre partie, vous vous retrouvez donc avec 4 vies seulement. Pourtant, malgré ce gros changement dans la manière de gérer la santé du personnage, des blocs aériens sont toujours cassables. Si certains contiennent juste quelques pièces, voire une vie ou même carrément une étoile, d'autres plus intrigants et transparents en début de partie ne tardent pas à apparaître dans certains stages sans qu'on sache trop pourquoi ils sont là. Le mystère s'épaissit quand on réalise qu'ils peuvent être de 3 couleurs différentes, en l'occurrence vert, bleu ou rouge. Pour rendre ces blocs accessibles, il faudra actionner pour chaque couleur un interrupteur planqué au fin fond d'un niveau qui aura pour effet d'activer tous les blocs de la même couleur dans tous les stages du jeu. Et là, c'est tout un panel de nouvelles possibilités qui s'offrent aux joueurs, puisque chaque couleur donne accès à une casquette spécifique octroyant temporairement de nouvelles capacités à Mario. Ainsi, la casquette métallique trouvable dans les blocs verts le transforme en Metal Mario, lui permettant d'être invulnérable à toute agression, exception faite des chutes, et surtout de pouvoir se déplacer au fond de l'eau en marchant tout en n'étant pas soumis aux aléas du courant. La casquette présente dans les blocs bleus permet quant à elle de rendre Mario invisible et donc là aussi invulnérable, mais surtout capable désormais de traverser certaines parois comme les grillages ou les blocs de glace transparents. Enfin, les blocs rouges débloquent la casquette ailée permettant à Mario de prendre son envol au terme d'un triple saut et d'ensuite utiliser les courants ascendants pour arpenter les cieux. Un bonus qui prend d'ailleurs tout son sens quand on le combine avec l'utilisation d'un canon. Vous aurez aisément compris que ces 3 casquettes débloquent de nombreuses nouvelles possibilités dans les niveaux déjà explorés, vous poussant à y revenir une fois les interrupteurs actionnés pour accéder à de nouvelles zones et récupérer des étoiles auparavant inaccessibles pour différentes raisons. Et on retrouve là encore l'influence des épisodes 2D de la saga qui est plutôt évidente, puisque cette mécanique des interrupteurs était déjà présente dans Super Mario World. On en arrive donc à la fin de ce long point sur ce gameplay d'une richesse exceptionnelle, mais une richesse indispensable pour aborder ce Super Mario 64 dans des conditions optimales. Parce que pour progresser dans cette longue aventure, il faut exploiter une bonne partie de toutes ces possibilités afin de faire face à tous les défis proposés par un level design lui aussi magistral. Nintendo a toujours été très pointu sur ce plan, porté par des employés perfectionnistes comme Shigeru Miyamoto, peaufinant à l'extrême chaque détail avec une exigence qu'on ne retrouve que très rarement dans d'autres studios de développement. Et cette quête de la perfection, on la ressent à chaque seconde passée sur Super Mario 64. Dès le début de la partie, on se retrouve à contrôler Mario à l'extérieur du château faisant office de hub à partir duquel on accède à tous les autres niveaux. Ses premiers pas dans l'aventure ne sont pas anodins, puisque l'environnement immédiat comporte de nombreux éléments destinés à prendre en main le personnage. Vous avez ainsi quelques panneaux qui vous informent sur les contrôles de base, des arbres sur lesquels vous pouvez grimper, suffisamment d'espace pour pratiquer le triple saut, de l'eau dans les douves pour vous exercer à nager, et même quelques pièces à ramasser dans le hall du château. Cette première étape est cruciale et nécessite une fois encore d'être replacée dans son contexte pour être comprise, à une époque où les joueurs ne connaissaient pas du tout les mécaniques d'un jeu de plateforme en 3 dimensions et devaient assimiler de nouvelles habitudes, très éloignées de ce qu'ils avaient connu sur les précédentes aventures du plombier moustachu. Avec 0 étoile en stock, vous n'avez pas
pas trop le choix du premier niveau et devez vous diriger vers la seule porte accessible vous menant à la bataille de Bob-omb. Dès l'entrée dans le tableau, on tombe sur un Bob-omb rose qui nous informe sur l'emplacement de l'étoile, mais même sans ça, il paraît évident qu'il va falloir gravir la grande montagne en plein milieu de la zone. Avant ça, on profite d'un vaste espace ouvert pour pouvoir essayer 2 ou 3 mouvements sans trop de risque de perdre une vie en cas d'erreur, puisqu'il n'y a pas de vide dans lequel chuter et que la barre de santé procure une certaine tolérance. À quelques pas du point d'entrée, 2 blocs à détruire avec une attaque rodéo, des Goombas dont on comprend rapidement qu'il va falloir leur sauter sur la tête pour les battre comme dans les épisodes 2D, et surtout quelques Bob-omb qu'on peut saisir pour les lancer en les faisant exploser. Ces ennemis sont présents en petit nombre afin de laisser le temps de se familiariser avec ces mécaniques avant de passer à des défis plus ardus. En gravissant la montagne, on ne fait pas face à un challenge trop relevé, mais la présence de boulets descendant une pente nous oblige malgré tout à apprendre à maîtriser le saut pour les éviter. Le boss placé au sommet est quant à lui dans la continuité directe du reste et nous propose d'appliquer ce qu'on a appris avec ses sbires, à savoir la mécanique de chop par derrière pour le lancer par 3 fois et en venir à bout pour récupérer notre première étoile. En passant au second niveau, le seul accessible avec une seule étoile, le challenge monte d'un cran avec un environnement plus aérien, beaucoup plus de vide, synonyme de perte immédiate d'une vie en cas d'erreur, même si le soft reste globalement plutôt permissif si vous tombez en essayant de récupérer des items, des pentes susceptibles de déclencher des glissades fatales, et surtout de nouveaux ennemis. Les plantes piranha assoupies, par exemple, introduisent une petite composante infiltration, poussant le joueur à doser sa pression sur le stick analogique pour s'en approcher doucement afin de les vaincre sans les réveiller, une possibilité mise en lumière par une petite musique se déclenchant quand on s'en approche, et la sempiternelle bulle montrant leur état de sommeil. En progressant, on tombe rapidement sur des corniches nécessitant de se plaquer contre le mur pour les franchir, et des womps portant un sparadrap sur leur dos en nous informant ainsi de leurs points faibles. Une faiblesse d'autant plus évidente qu'ils attaquent Mario en lui tombant dessus, une esquive permettant alors aisément d'effectuer une attaque rodéo sur leur dos pour les achever. Là encore, le boss n'est qu'une version un petit peu plus évoluée de cet ennemi basique, nécessitant de mettre en pratique cette mécanique qu'on vient d'apprendre par 3 fois pour en venir à bout et acquérir une seconde étoile. Avec le 3e niveau, on aborde une toute nouvelle manière de jouer puisque celui-ci est quasi intégralement aquatique, nous obligeant ainsi à nager avec un gameplay totalement différent puisqu'on peut désormais se déplacer dans toutes les directions et qu'on doit gérer l'oxygène de Mario. Celui-ci n'étant pas un poisson, rester trop longtemps sous l'eau entame en effet sa jauge de santé qu'il faut remplir avec des bulles d'air ou des pièces, voire remonter à la surface régulièrement sous peine de se noyer et de perdre une vie. La première étoile nous oppose d'ailleurs une petite énigme puisqu'il faut trouver comment faire partir l'anguille de la fenêtre du bateau pour pouvoir entrer à l'intérieur, puis résoudre un puzzle en ouvrant des coffres dans un ordre prédéterminé pour renflouer le navire. Le tout bien évidemment avec cette pression de la réserve d'oxygène se vidant constamment. Dans le niveau 4, changement total de registre puisqu'on abandonne les fonds marins au profit d'un environnement gelé qui arrive avec son lot de contraintes. La principale réside dans la nature même du sol qui alterne entre une neige poudreuse dans laquelle Mario peut s'enfoncer s'il chute dedans, le laissant totalement vulnérable jusqu'à ce qu'il parvienne à en sortir, et des étendues glacées plus rigides mais glissantes comme une patinoire. Ce qui ne serait pas franchement gênant s'il n'y avait pas autant de vide susceptible de provoquer la perte immédiate d'une vie en cas de chute. L'environnement comporte également beaucoup de mécanismes inédits pour se déplacer entre les différentes zones, que ce soit des ascenseurs ou une rampe de glissade permettant de se rendre très rapidement tout en bas de la map. Cette rampe d'ailleurs constitue un entraînement idéal pour mettre la main sur la première étoile du niveau, qui passe par un périlleux parcours de glissade et doit être reproduit par la suite avec une contrainte de temps pour récupérer une seconde étoile. Une nouvelle ambiance avec le manoir debout qui nécessite déjà de réfléchir un peu avant de pouvoir y entrer, puisqu'il se démarque des classiques tableaux dans son point d'accès. On doit ainsi accéder à une arrière-cour du château, devant la porte de laquelle est posté un bout, un endroit où on trouve tout un tas d'ennemis du même genre. Le nombre fait qu'on est forcément amené à se retrouver face à l'un et dos à l'autre, et qu'on s'aperçoit rapidement qu'ils deviennent intangibles quand on les regarde. Et c'est ainsi qu'on apprend le moyen de les battre, indispensable évidemment pour survivre dans le niveau en lui-même. Pour accéder à celui-ci, justement, il faut vaincre un bout plus gros que les autres qui laisse échapper une petite cage nous amenant à destination par simple contact. À l'intérieur, c'est le festival avec des bouts partout et des pièges prenant la
forme de livres volants ou d'objets possédés. Tout est dangereux dans le manoir des bouts. L'intitulé de la première étoile étant Chercher le Big Boo, on est tout naturellement amené à explorer les lieux pour le trouver, ce qui nous pousse à tuer tous les bouts présents sur les lieux simplement pour survivre. Et coup de bol, c'est exactement ce qu'il fallait faire pour faire apparaître le boss dans le hall et récupérer encore une étoile en le battant de la même manière que ses congénères. Avec la caverne brumeuse dans laquelle on pénètre en sautant dans un infâme cloaque, on comprend tout de suite qu'on va arpenter un lieu assez peu accueillant, ce qui se confirme rapidement avec le labyrinthe toxique plongeant Mario dans la brume et lui faisant perdre de la vie constamment dans sa forme normale. Seule manière de compenser ce problème, activer une casquette de Metal Mario pour être invincible pendant un court laps de temps. Chose qu'on ne peut forcément pas faire tout de suite, faute d'avoir activé l'interrupteur adapté, mais qu'importe, on aura de toute manière besoin d'arpenter cette zone toxique que pour récupérer les dernières étoiles du stage. Avant ça, rien de bien problématique, puisqu'il suffit d'utiliser un gros dinosaure en montant sur sa tête et en pointant le regard de Mario dans la direction où on veut qu'il aille, ou récupérer des pièces rouges en utilisant un chariot aérien qui se manœuvre en marchant sur des flèches présentes sur sa surface. Le 7ème niveau fait monter la température d'un cran et rien qu'avec son nom de lave fatale, on comprend tout de suite à quelle sauce on va être mangé et quelle cuisson on va subir. De dimension modeste, la zone est en grande partie remplie de lave et si une chute dedans n'est pas immédiatement mortelle, elle a pour effet de rendre Mario incontrôlable pendant les quelques secondes où il a le feu aux fesses, ce qui peut poser de gros problèmes dans cet environnement inhospitalier. C'est également à cette occasion qu'on voit apparaître les petits moches, ennemis invulnérables qu'il faut battre en les frappant pour les faire tomber dans la lave. Une tâche pas difficile contre un seul, mais bien plus ardue quand ils sont deux, voire trois sur la même plateforme. Une fois cette mécanique parfaitement maîtrisée, le joueur n'aura aucun mal à faire de même avec le gros moche, boss du niveau détenteur de la première étoile. On abandonne la lave dans le 8ème niveau, mais pas la chaleur, puisqu'on se retrouve dans un désert qui n'est pas forcément moins dangereux avec ces sables dans lesquels on s'enfonce constamment, et ces sables mouvants qui sont synonymes de perte immédiate d'une vie si on a le malheur de tomber dedans. Avec en prime un vautour volant dans les parages qui peut nous piquer notre casquette et qu'il faudra toucher pour la récupérer, chose indispensable sachant qu'un Mario sans casquette encaisse beaucoup plus de dégâts, un labyrinthe plus que périlleux entouré de ces fameux sables mouvants, et une tornade qui peut autant nous servir en nous propulsant en l'air pour nous faire atteindre des endroits autrement inaccessibles que nous tuer si on fait pas attention à là où on retombe, le challenge monte encore d'un cran et récupérer les 7 étoiles de ce monde ne sera clairement pas une sinécure. On passe rapidement sur le 9ème stage, nouvel environnement aquatique avec toutefois une dimension aérienne absente de son prédécesseur, pour évoquer le 10ème qui consiste en une nouvelle zone tellement gelée que tomber dans l'eau nous fait constamment perdre de la vie. La première étoile passe par l'ascension d'un bonhomme de neige géant qui nous oppose une petite énigme puisqu'il faut utiliser un pingouin pour éviter de se faire balayer par son souffle et rejoindre le sommet où se trouve notre objectif. À partir du 11ème niveau, on passe encore un cap dans la complexité, puisqu'on se retrouve dans un environnement différent suivant les circonstances de l'entrée dans le tableau. Dans ce cas précis, ce level aquatique joue beaucoup sur le niveau de l'eau sur lequel on peut agir en actionnant des interrupteurs en forme de prisme, mais le point d'entrée dans le tableau agit directement sur le niveau initial des flots. Bien entendu, toute la progression est basée là-dessus, avec un niveau bas permettant d'accéder à tout ce qui est présent vers le bas de la zone, tandis que l'augmenter a pour effet de faire flotter des plateformes en bois plus haut et par conséquent de donner accès aux endroits les plus aériens du stage. Le 13ème, c'est un peu le même principe, puisque l'entrée est divisée en deux tableaux de différentes tailles. L'un permet d'entrer dans une version miniature du niveau, et l'autre dans une déclinaison géante. Forcément, cela agit directement sur la taille de Mario et sur ce qu'il sera capable de faire dans le stage. S'il est trop grand, il ne pourra pas emprunter certains passages, tout en étant davantage susceptible de tomber puisque forcément les plateformes seront beaucoup plus petites. Trop petit, il sera davantage vulnérable aux attaques des ennemis présents en grand nombre et aura du mal à franchir certains gouffres en sautant. Toute la progression, qui change totalement en fonction de la taille du personnage, est basée sur cette notion d'échelle qu'il est possible de modifier sans ressortir du stage en entrant dans les quelques tuyaux disséminés ça et là. L'horloge tic-tac est
encore plus complexe à appréhender, le niveau comportant énormément de mécanismes mobiles. La subtilité, c'est qu'en fonction de la position de la grande aiguille sur le cadran quand vous sautez à l'intérieur, la vitesse de déplacement de tous ces mécanismes sera variable, tant et si bien que vous pourrez même les bloquer totalement si ladite aiguille est placée sur le 12. Un choix parfait pour récupérer certaines étoiles, notamment celle associée à la collecte des pièces rouges qui est quasi impossible à glaner autrement, mais en gardant quand même à l'esprit que d'autres nécessitent que ces mécanismes restent en mouvement pour pouvoir progresser. Eh bah oui, hein, ça serait trop facile sinon. Et on termine enfin avec la course arc-en-ciel, le dernier niveau qui est l'aboutissement de toute votre aventure puisque vous devrez y utiliser tout ce que vous avez appris jusqu'ici. Un véritable cauchemar aérien dans lequel la moindre chute est fatale et où il faut faire face à de nombreux pièges, tout en se déplaçant sur des tapis volants qui disparaissent une fois arrivé en bout de course ou si vous les quittez pendant une période trop longue. Vous vous doutez bien qu'entre les laticous qui vous balancent des carapaces, les jets de flammes ou tout simplement les blocs vous obligeant constamment à quitter la relative sécurité de votre tapis volant en essayant tant bien que mal d'y revenir avant qu'il ne disparaisse, votre voyage dans cet ultime environnement ne sera pas une partie de plaisir et soumettra vos nerfs à rude épreuve. Bon, sans avoir la prétention d'être exhaustif, je tenais vraiment à vous parler un peu de tous ces environnements pour en souligner l'immense diversité qui vous contraint petit à petit à maîtriser tous les aspects du gameplay de ce Super Mario 64, avec une courbe de progression qui suit de très près la courbe de difficulté. Finalement, on ne note que très peu de redites au fil des stages, avec seulement quelques exceptions comme la trop haute montagne qui se contente de reprendre le concept d'un précédent stage pour le pousser encore plus loin. Et en combinant cette diversité dans les niveaux en eux-mêmes avec la variété de missions à accomplir pour récupérer chacune des 6 étoiles régulières, on est ainsi en mesure de profiter d'une aventure d'une richesse exceptionnelle dans laquelle on n'a jamais le sentiment de refaire la même chose plusieurs fois. Une variété encore une fois renforcée par le large panel d'adversaires proposés qui offrent tous un schéma d'attaque bien spécifique et doivent souvent être vaincus d'une manière particulière puisque taper dessus comme un sourd jusqu'à ce que mort s'en suive n'est pas toujours la solution. Certains devront être lancés, d'autres nécessiteront que vous couriez autour d'eux pour les faire tourner en bourrique. D'autres encore ne pourront être battus qu'en les poussant hors de la plateforme sur laquelle vous vous trouvez. Et ce ne sont là que quelques exemples parmi de nombreux autres. Mieux encore, cette incitation à la découverte est renforcée par de nombreux petits secrets à découvrir dans les niveaux. Ici, vous ferez apparaître une vie en ramassant toutes les pièces autour d'un parterre de fleurs. Là, en faisant le poirier au sommet d'un arbre, ou encore en tournant autour d'un piquet. Alors c'est pas tellement l'utilité des bonus ainsi récupérés qui est importante, hein, mais cette stimulation de votre curiosité savamment mise en œuvre par les développeurs qui va vous pousser à constamment tenter des choses souvent stupides, espérant simplement qu'elles mettront en évidence une trouvaille insérée là par les concepteurs. Et finalement, cette logique est réellement centrale dans Super Mario 64. Essayez encore et encore, jusque dans la récupération des étoiles où on est forcé de tenter des choses parfois stupides pour essayer de les atteindre. Et vous savez quoi? Eh ben je me demande si c'est pas volontaire de la part des développeurs de réinitialiser le nombre de vies à chaque lancement du jeu. Quel meilleur moyen finalement de pousser le joueur à tenter de nouvelles expériences sans garder en permanence un œil sur son stock? Si vous savez que de toute manière vous allez perdre toutes vos vies quand vous éteindrez votre console, pourquoi ne pas risquer d'en sacrifier une ou deux en vous propulsant vers cette plateforme que vous semblez n'avoir aucune chance d'atteindre? Si ça passe, vous aurez certainement l'occasion de récupérer un truc cool là-bas. Voilà ce qu'est Super Mario 64, le cas d'école d'un level design admirablement construit par des développeurs pour maximiser le plaisir ressenti par le joueur manette en main, et ne surtout jamais laisser naître la moindre sensation de lassitude chez lui malgré les dizaines d'heures de jeu passées en sa compagnie pour récupérer chacune des 120 étoiles. Et pour atteindre cet objectif, ce porte-étendard de la Nintendo 64 peut compter sur une technique venant démontrer une indéniable supériorité de la console sur ses concurrentes. Cette dernière est une machine 64 bits, pas une 32 bits, et ça se voit à l'écran sans que les marketeurs aient besoin de nous abrutir avec des tonnes de données techniques à base de teraflops pour nous refourguer une console à 800 balles. Le jeu est magnifique de bout en bout. On a déjà évoqué la variété des environnements, mais chacun d'entre eux fourmille littéralement
énormément de détails visuels, que ce soit les papillons voltant autour du château de la princesse, la poussière sous les pieds de Mario quand il court, les bulles le suivant quand il nage accompagnant la brume de ce même niveau aquatique, ou encore les flocons parsemant l'atmosphère des environnements enneigés. Chaque niveau est doté de son ambiance propre, soutenu par une OST de tout premier ordre composée par le talentueux Koji Kondo qu'on ne présente plus et qui réalise là un travail encore une fois exceptionnel. Comment ne pas retenir l'ambiance feutrée des fonds sous-marins ou encore celle très inquiétante du manoir des boues qui a clairement servi de base dans la construction de ce qu'on retrouvera des années plus tard sur GameCube avec Luigi's Mansion. Avec une modélisation d'une grande finesse et un anti-aliasing qui complète le tableau, chaque ennemi a fait l'objet d'un soin tout particulier et bénéficiait d'animations et de mimiques soutenant l'humour omniprésent dans le titre. D'ailleurs, chose amusante, au fil des interviews, on apprendra que de nombreux éléments implémentés dans le jeu étaient inspirés de choses réelles. Pour prendre un exemple concret, les boues sont une référence directe à l'épouse de Takashi Tezuka, d'ordinaire très calme, qui lui a un jour pété un câble dessus parce qu'il passait trop de temps au travail. C'est suite à cet épisode cocasse qu'il a eu l'idée d'inclure un ennemi inoffensif quand Mario le regarde, mais devenant très menaçant dès qu'il détourne les yeux. Plus généralement, Shigeru Miyamoto a enfin trouvé dans la Nintendo 64 une machine à la hauteur de ses ambitions, lui permettant d'inclure tous ces petits détails visuels qu'il lui était impossible de placer dans un jeu issu des générations précédentes en raison des limitations techniques qui étaient alors en vigueur. Et même sur le plan de l'optimisation, je sais pas si vous vous rendez compte de la claque que ça pouvait être à l'époque. Avec une distance d'affichage hallucinante sans même avoir recours au brouillard comme cache-misère. Regardez les séquences de vol par exemple, où vous pouvez arpenter toute la carte à grande vitesse sans aucun ralentissement, avec tout juste un peu de clipping à déplorer. Vous pouvez même sauter dans l'eau sans transition alors qu'il n'y a même pas de SSD magique. Plus sérieusement, le fait de n'avoir aucun temps de chargement en sautant dans un tableau est déjà un exploit en soi et valide pleinement le choix de la cartouche comme support au détriment du CD. Enfin, peut-être pas, hein, car la cartouche avait aussi ses défauts, mais voir un jeu aussi ambitieux naître sur ce support et offrir un confort aussi extraordinaire aux joueurs démontre l'immense talent des développeurs de chez Nintendo qui ont produit des trésors d'optimisation pour parvenir à un tel résultat. Voir arriver une telle révolution sur les étals des revendeurs devait forcément déclencher au moins une certaine curiosité, et même très certainement un enthousiasme débordant tant chez le public que dans la presse vidéoludique de l'époque. Pour se remettre dans l'ambiance de cette fin d'été 1997, on va donc revenir sur les avis de quelques magazines s'étant intéressés à ce Super Mario 64. Débutons avec Console Plus et ses 3 pages consacrées au jeu dans son numéro 88 de septembre 1997. 3 pages riches en informations, puisqu'en plus de l'article en lui-même qui se contentait de la première, les lecteurs avaient droit à une foule d'illustrations légendées et à quelques cadres thématiques insistant notamment sur les 3 rencontres avec Bowser, les interrupteurs ainsi que les casquettes associées, et enfin un bon gros spoil en dévoilant la présence de Yoshi sur le toit du château une fois les 120 étoiles récupérées. 2 testeurs donnaient leur avis, à commencer par Nico qui débutait son texte en précisant qu'il était sceptique et même un peu effrayé à l'idée d'affronter cette fameuse 3D, mais avait très vite été rassuré dès les premiers instants de sa partie grâce à une prise en main rapide et instinctive. L'occasion de souligner le génie créatif de Shigeru Miyamoto et de qualifier le titre de véritable bombe. Spy n'était pas plus mesuré, qualifiant le soft d'œuvre maîtresse de ce dernier avec ses idées exceptionnelles, sa jouabilité qualifiée de perle de précision, sa progression très travaillée et son univers 3D pâtissant tout juste de quelques bugs aisément pardonnables. Le verdict associé était sans appel avec un score de 98% insistant sur le fait que Mario endossait sans peine le costume de meilleur jeu de plateforme du moment.
Passage sur Joypad qui offrait lui aussi 3 pages à cette production Nintendo dans son numéro 67 daté de septembre 1997, avec un article finalement assez court qui laissait une large place aux illustrations et à quelques astuces destinées à aider le joueur dans son aventure. Greg soulignait toutes les qualités du jeu, depuis sa durée de vie jusqu'à sa réalisation, en passant par son fun omniprésent, insistant aussi sur son côté universel, le rendant aussi pertinent pour les petits par son monde naïf que pour les grands avec la grande liberté offerte. Son de cloche assez similaire chez TSR qui le qualifiait d'indispensable avec ses dizaines d'heures de jeu en perspective. Résultat, une note à peine inférieure à celle de Console Plus avec un joli 97% pour celui qui était qualifié du meilleur jeu de plateforme au monde avec sa légendaire jouabilité Mario. On bascule sur Nintendo Magazine qui n'aurait pu rêver d'un meilleur porte-étendard pour son tout premier numéro daté d'octobre-novembre 1997 dans lequel 4 pages étaient consacrées au test du jeu. Enfin, test est un bien grand mot puisque le texte de présentation était finalement assez succinct, laissant beaucoup de place à un topo sur les différents mouvements disponibles, les objets, les courses et enfin le bestiaire. 2 testeurs donnaient leur avis, à commencer par Calimero qui soulignait la capacité de Mario à encore réussir à le surprendre après toutes ces années, multipliant les superlatifs pour conclure en le qualifiant de meilleur jeu de plateforme jamais créé qui justifiait à lui seul l'achat de la console. Un son de cloche similaire pour Kinopio qui revenait sur la maniabilité exemplaire, les graphismes somptueux, la durée de vie de plusieurs dizaines d'heures, et plus généralement sur le souci du détail rendant le monde très réel. Autant de raisons de le qualifier de jeu parfait offrant un plaisir de jouer à l'état brut et de lui donner une note de 99%. Je précise d'ailleurs que cet article était accompagné de la première partie de la soluce complète des différents mondes, s'étendant ici sur la bagatelle de 14 pages et couvrant les 7 premiers niveaux. Et pour le reste, il fallait attendre le numéro suivant du magazine. Et on termine avec Player One et son article de 4 pages dans son numéro 78 de septembre 1997. Un article plutôt long qui offrait un bon aperçu du jeu, agrémenté de quelques cadres revenant notamment sur le fameux écran titre et sur quelques membres du bestiaire. On notait 2 cadres verts avec le premier qui insistait sur le côté un peu creux de l'univers de ce Mario 64 dans lequel on ne rencontrait que peu d'ennemis et qui ne comportait quasiment aucun dialogue. Un sentiment que le Flou, auteur de l'article, disait avoir ressenti lors de sa partie, ainsi qu'un autre joueur de son entourage. Le second cadre vert, quant à lui, donnait la parole à différents membres de la rédaction du magazine pour des avis finalement assez variables. Stone, bien que pas très réceptif à l'univers de Mario, reconnaissait que le jeu était techniquement l'un des plus réussis de la Nintendo 64. Chris semblait ne pas être très attiré par lui en le qualifiant de jeu pour gamins, tandis que Elwood voyait très bien le côté révolutionnaire du soft tant techniquement que sur le plan de la maniabilité, Milouz le qualifiait de meilleur jeu de la N64, et Calimero de son jeu de plateforme préféré, toutes consoles confondues. Au final, le Flou était lui aussi plutôt conquis, en soulignant dans sa conclusion la richesse du jeu en termes de nouveautés, et en le qualifiant de valeur sûre pour lui offrir une note de 96%. Avec un tel monument du jeu vidéo et un tel plébiscite de la part des joueurs et de la presse, il était plutôt logique de le voir bénéficier de plusieurs rééditions. On va rapidement passer sur les versions Player Choice occidentales qui n'apportent pas foncièrement grand chose de plus hormis un prix revu à la baisse, pour évoquer Super Mario 64 Rumble Pack Support Version qui voit le jour en juillet 1997 exclusivement au Japon et apporte le support de la fonction vibration associée justement au Rumble Pack tout en intégrant les voix de la version américaine. L'IQ Player, version chinoise de la Nintendo 64 à laquelle on a déjà consacré une vidéo sur la chaîne, a forcément eu droit à sa version de Super Mario 64 à la fin de l'année 2003, qui se distingue surtout par un écran titre légèrement différent puisque portant la mention de l'IQ en arrière-plan plutôt que le titre du jeu, et évidemment la disparition de la fonction vibration par rapport à la version qu'on vient de citer juste avant puisque l'IQ en est dépourvu. A priori on a aussi droit à la correction de quelques bugs par rapport à la version Nintendo 64 d'origine, mais là je dois bien reconnaître que j'ai pas vérifié par moi-même.
En 2006, c'est la console virtuelle de la Wii qui accueille le jeu avec en bonus des graphismes légèrement améliorés ainsi qu'une prise en charge de la Wiimote et de la manette GameCube qu'il est possible, rappelons-le, de brancher sur la Wii. Mais la reprise la plus notable a vu le jour en 2005 dans la ludothèque de la DS avec cette fois de vraies nouveautés. En effet, de nouveaux personnages comme Wario, Luigi et Yoshi s'ajoutent à Mario et disposent chacun de capacités leur étant propres, ajoutant une profondeur supplémentaire à l'exploration des niveaux nécessitant souvent de les arpenter avec plusieurs protagonistes différents pour tout découvrir. De nouveaux modes de jeu font leur apparition avec des mini-jeux exploitant l'écran tactile de la console et même un mode multijoueur à 4 demandant à chacun de récupérer le plus possible d'étoiles dans un temps limité. Et finalement, cette sortie était plutôt logique à l'époque puisque la DS est dotée d'une architecture matérielle assez proche de celle de la Nintendo 64, avec toutefois une puissance un peu supérieure, ce qui a permis aux développeurs d'améliorer l'aspect visuel. Et pourtant, j'ai pas aimé cette version que j'ai laissé tomber avant même d'avoir terminé la quête principale, et je pense qu'en regardant la DS, vous comprendrez immédiatement pourquoi. Eh oui, la petite console de Nintendo ne dispose que d'une croix directionnelle pour déplacer le personnage, et jouer à Super Mario 64 sans stick analogique, eh ben c'est ultra désagréable, voire même carrément injouable. Si le titre d'origine est aussi mythique, c'est en grande partie parce que sa maniabilité exploitait parfaitement la manette de la Nintendo 64 pour devenir un modèle dans ce qu'il fallait faire pour créer un jeu vidéo exploitant la 3D. Retirez le stick analogique de l'équation et vous obtenez un personnage horrible à déplacer dans cet univers, supprimant immédiatement 50% de son intérêt. Et c'est un immense gâchis, parce que le reste des ajouts est vraiment cool, mais ça aurait valu la peine d'attendre un peu pour le sortir sur une 3DS qui, elle, offrait ce stick analogique qui faisait tant défaut à sa grande sœur. Ah oui, et je termine avec la sortie en 2020 de Super Mario 3D All Stars, une compilation à destination de la Switch n'offrant quasiment aucune amélioration et comprenant Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Et là, on commence à taper dans ce qui m'énerve profondément chez Nintendo, qui s'est permis de vendre à plein tarif une compilation de 3 jeux qui, dans le cas de Super Mario 64, ne corrigeait absolument aucun des problèmes du jeu d'origine. Le clipping, toujours là. La caméra, toujours la même. Les ajouts de la version DS, disparus. Bref, un minimum de travail pour un maximum de profit, une politique qu'on retrouve hélas un peu trop chez Nintendo de nos jours. Mais ça, je vais vous en reparler d'ici quelques minutes. Avant ça, il va bien falloir conclure sur ce Super Mario 64. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire que j'ai pas déjà martelé encore et encore dans cette vidéo? Je vais juste me contenter de vous rappeler que Super Mario 64 a littéralement défini ce à quoi ressembleraient tous les jeux de plateforme en 3D qui sortiraient par la suite. Exception faite de quelques sagas qui ont choisi avec succès d'emprunter des chemins différents comme Crash Bandicoot. Ses mécaniques de gameplay, la gestion de la caméra, tout a servi de base pour construire la plupart des jeux qui sortent encore en 2025. Si aujourd'hui ça vous paraît naturel de vous déplacer avec le stick gauche et de recentrer la vue avec le stick droit de votre DualSense dans Horizon Forbidden West, n'oubliez jamais que c'est avant tout à Super Mario 64 que vous le devez. Parce que c'était ça l'esprit de Nintendo à l'époque. Innover encore et toujours pour être un véritable moteur de l'industrie vidéoludique. La pousser toujours plus loin. Et quand Dan Houser, le cofondateur de Rockstar, déclarait en 2012 au New York Times que tout créateur de jeux en 3D qui prétend ne pas s'être inspiré de Mario ou Zelda sur Nintendo 64 est un menteur, ça en dit beaucoup sur l'impact énorme qu'a pu avoir l'entreprise sur le marché du jeu vidéo. C'est Nintendo qui a créé la croix directionnelle qui a été utilisée pendant des décennies par tous les constructeurs dans des versions légèrement modifiées pour ne pas se retrouver assigné en justice pour violation de brevet. C'est Nintendo qui a repoussé les limites de sa console 16 bits en créant des jeux qui n'auraient même pas dû pouvoir tourner dessus grâce à l'ajout de puces supplémentaires dans les cartouches. Nintendo, encore, qui a popularisé le motion gaming avec la Wii. Nintendo toujours, qui a créé une nouvelle manière de jouer
sur une console portable avec l'écran tactile de la DS, avant de carrément réussir à offrir de la 3D stéréoscopique sans lunettes sur sa petite sœur la 3DS. Nintendo qui a mis en place le gameplay asymétrique avec la Wii U, même si celle-ci a floppé à cause d'une communication catastrophique. Eh bah oui, hein, on peut pas être bon dans tous les domaines. Vous l'aurez compris, je suis un immense fan de cette marque qui m'a offert ma toute première console avec la Game Boy, mon tout premier jeu de plateforme avec Super Mario Land, ma première console de salon avec la Super Nintendo, et m'a infligé des claques visuelles monumentales jusqu'à la GameCube avant d'abandonner la course à la puissance pour créer la Wii. Et même ça, je leur en ai pas voulu, contrairement à beaucoup d'autres joueurs, parce que l'esprit d'innovation de l'entreprise était intact. La Wii était dépassée techniquement. Et alors, elle offrait carrément une toute nouvelle manière de jouer, comme on n'en avait jamais vu à l'époque. Et pourtant, aujourd'hui, je me sens totalement abandonné par cette entreprise qui m'a accompagné pendant toute mon enfance et une bonne partie de ma vie d'adulte. Et la bascule a eu lieu en 2017 avec la mise sur le marché d'une certaine Nintendo Switch. Celle-ci a souvent été considérée comme l'aboutissement du concept de la Wii U, en proposant une technologie hybride lui permettant d'assumer à la fois le rôle d'une console portable et d'une machine de salon. De mon côté, j'ai vraiment du mal à adhérer à cette vision, car on se retrouve finalement avec une Switch qui a un peu le cul entre deux chaises, peu puissante pour une console de salon, et avec une autonomie un peu faiblarde pour une console portable. Et on perd au passage le gameplay asymétrique de la Wii U, qui aurait, je n'en doute pas, été exploité intelligemment par Nintendo dans ses jeux si les circonstances ne l'avaient pas poussé à abandonner aussi prématurément sa machine. On se retrouve donc avec la Switch qui a certes produit quelques pépites, mais a aussi largement succombé à la mode du recyclage. La quasi-intégralité de la ludothèque Wii U est ressortie sur Switch et Nintendo est allé chercher encore plus loin pour pomper jusqu'à la moelle des licences déjà largement rentabilisées en vendant des remakes ou remasters à plein tarif. Regardez le récent Super Mario RPG par exemple, un jeu qui a presque 20 ans et est pourtant vendu au prix d'un jeu de 2025. Ou encore le trio que j'ai déjà évoqué avec Super Mario 3D All Stars. Et puis surtout, j'ai envie de vous reparler de la volonté d'innovation qui m'avait tellement conquis chez Nintendo. Avec la Switch, on a quoi finalement? Le côté hybride? Alors certes, je vous l'accorde, mais ça n'apporte rien niveau gameplay ça. C'est un confort supplémentaire, mais c'est tout. Comparez ça aux autres innovations que je vous ai citées un petit peu plus tôt, et osez me dire qu'on joue dans la même catégorie. Donc non, je n'ai pas acheté la Switch, parce que je n'ai pas reconnu dans cette console ce que j'ai toujours aimé chez Nintendo. Et à l'annonce prochaine de la Switch 2, j'avais un tout petit espoir que la firme de Kyoto renoue avec ce qui me plaisait tant chez elle. Cet esprit d'innovation et ce profond respect des joueurs qui avait cours jusqu'au décès du regretté Satoru Iwata en 2015. Autant vous dire que ce Nintendo Direct a été une sacrée douche froide pour moi. Vous savez quoi? Je ne vais même pas vous parler des prix et juste me contenter de vous dire que jamais, au grand jamais, je n'achèterai un jeu à 90 €, ni même 80 € d'ailleurs, sauf si c'est une édition collector qui m'en donne pour mon argent au niveau du contenu que j'aurai physiquement en main. En gros, offrez-moi un joli coffret avec un artbook, un steelbook et une OST et je les dépenserai volontiers les 90 €, comme je l'ai fait pour FF7 Remake et Rebirth par exemple. Mais vos espèces de boîtes en plastoc toutes pourries sans même un manuel dedans, pour 90 balles vous pouvez vous les garder. On ne parle pas des prix donc. Mais par contre, voir Nintendo présenter des portages de jeux sortis pour certains il y a 5 ans sur PS4, encore des remasters de titres antédiluviens comme Bravely Default qui date de 2012 et est présenté sur une cartouche ne contenant même pas les données du jeu. Voir Nintendo nous expliquer qu'on pourra utiliser les Joy-Con comme des souris et enfin profiter d'un chat vocal payant en plus. Sérieusement, c'est ça l'innovation selon Nintendo en 2025? Est-ce qu'il faut que je vous énumère encore une fois tout ce que l'entreprise a apporté aux jeux vidéo depuis sa création pour comparer avec ce qu'on essaye de nous faire passer pour une révolution aujourd'hui pour justifier de vendre une console à quasiment 500 € et une manette à 90 €? Et encore, je ne vous parle même pas de la communication calamiteuse de Doug Bowser
Bowser qui vient nous dire en gros que les pauvres n'ont qu'à acheter une Switch première du nom. Non mais sérieusement, choisir un type avec un nom pareil pour venir sortir une telle énormité digne de Microsoft qui, on le rappelle, s'était fendu d'une déclaration similaire à la sortie de la Xbox One, je suis vraiment à la limite de penser à une blague de Nintendo tellement c'est grotesque. Sérieux, le mec s'appelle Bowser quoi. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que c'est mieux chez la concurrence, hein. Sony est totalement dans la même optique avec ses augmentations de prix aucunement justifiées par la qualité de sa console et ses remakes à gogo à tel point que ça en devient ridicule. The Last of Us, malgré toute l'affection que j'ai pour lui, c'était vraiment indispensable de le faire sortir sur 3 générations de consoles différentes. Et je ne parle même pas de Microsoft qui semble totalement abandonner le marché des consoles de salon pour se tourner vers la simple édition de jeu. Donc qui sait, vu que cette vidéo ne va pas être diffusée tout de suite, peut-être que quand vous la verrez, Nintendo aura tellement innové que je passerai pour un vieux con aigri. Mais à l'instant où j'enregistre ça, en avril 2025, je le dis clairement, je n'achèterai pas la Switch 2, comme je n'ai pas acheté la Switch et comme je n'aurais probablement pas acheté la PS5 si on me l'avait pas offerte. Parce que je ne veux pas cautionner ce qu'est devenu Nintendo et plus généralement ce qu'est en train de devenir le marché du jeu vidéo dans lequel je me reconnais de moins en moins. Et vous savez quoi? Ben c'est pas grave finalement, parce que j'ai largement assez de jeux pour m'occuper jusqu'à ma mort. Mais ça me navre que rejouer à Super Mario 64 pour les besoins de cette vidéo ait eu pour effet de renforcer en moi ce sentiment qu'on avait définitivement perdu le grand Nintendo qui avait créé un tel chef-d'œuvre. Voilà, je vous laisse sur ce coup de gueule dont je ne doute pas que Nintendo n'aura absolument rien à carrer vu que leur Switch est en passe de devenir la console la plus vendue de tous les temps et que sa petite sœur a l'air bien partie pour cartonner elle aussi. Mais très franchement, je trouve que ce carton à venir est une très mauvaise nouvelle pour le jeu vidéo.